Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit, votre rendez-vous avec la littérature française ou étrangère. Et ce soir, je suis ravie de vous retrouver pour nous plonger dans l'univers de Casanova et son roman Histoire de ma vie. Alors quelques mots rapides sur Casanova avant de commencer la lecture, de reprendre la lecture. Donc, Giacomo Girolamo Casanova est né le 2 avril 1725 à Venise et il est mort le 4 juin 1798 à Dux. C'est un aventurier vénitien et il est tour à tour violoniste, écrivain, magicien, espion, diplomate, bibliothécaire, mais il revendique toujours sa qualité de Vénitien. Il a utilisé de nombreux pseudonymes et notamment le Chevalier de Saint-Gall, nom sous lequel il a publié en français ses romans. Donc il a publié ses romans sous le nom de Jacques Casanova de Saint-Gall. Donc il a une œuvre littéraire assez abondante et notamment il est connu pour ses mémoires Histoire de ma vie. Et il a été connu car il a été un aventurier très important, mais aussi car son nom est associé à la séduction, à un séducteur. C'était un très grand séducteur, même si parfois comparé à Don Juan, il avait une philosophie très différente car il n'était pas un homme collectionneur. C'était un personnage historique qui n'est pas de légende et qui était jouisseur, exubérant, qui vécut en tant qu'homme libre de pensée et d'action et donc qui jouait de sa séduction, qui a joué de sa séduction pendant toute sa vie, donc des premiers succès de sa jeunesse jusqu'à sa longue déchéance. Et Histoire de ma vie, c'est le roman qui raconte l'histoire de sa vie. Voilà, donc avant de reprendre la lecture du roman, je voudrais vous inviter à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. N'hésitez pas vraiment à chaque fois, comme on le dit, à réagir sur les réseaux sociaux, à nous suggérer des lectures, voilà, en tout cas à utiliser ce hashtag VBN pour communiquer avec nous. Donc je reprends la lecture à la page 48 et je vous souhaite une très très bonne soirée. Elle vint un matin à mon lit, me portant des bas blancs tricotés par elle, et après m'avoir coiffée, elle me dit qu'elle avait besoin de me les chausser pour voir leurs défauts, et se régler pour m'en faire d'autres. Le docteur était allé dire sa messe. Me mettant les bas, elle m'avait dit que j'avais les cuisses mal propres, et tout de suite elle se mit en devoir de me les laver sans me demander la permission. Je fus honteux de pouvoir lui paraître honteux, ne m'imaginant pas d'ailleurs que ce qui est arrivé arriverait. Bétine, assise sur mon lit, poussa trop loin son zèle pour la propreté. Et sa curiosité me causa une volupté qui ne cessa que quand elle se trouva dans l'impossibilité de devenir plus grande. Me trouvant calme, je me suis avisée de me reconnaître pour coupable et je me suis cru en devoir de lui demander pardon. Bétine, qui ne s'y attendait pas, après y avoir un peu pensé, me dit d'un ton d'indulgence que toute la faute était d'elle, mais que cela ne lui arriverait plus. Elle me quitta ainsi, m'abandonnant à mes réflexions. Elles furent cruelles. Elle me semblait de l'avoir déshonorée, d'avoir trahi la confiance de sa famille, d'avoir violé la loi de l'hospitalité et d'avoir commis le plus grand des crimes, crime que je ne pouvais réparer que l'épousant, si cependant elle pouvait se résoudre à prendre pour mari un impudent comme moi, indigne d'elle. À la suite de ces réflexions vint la plus sombre tristesse, qui devenait tous les jours plus forte. Bétine, ayant tout à fait cessé de venir à mon lit. Dans les premiers 8 jours, ce parti qu'elle prit me parut juste, et ma tristesse, en peu de jours encore, serait devenue amour parfait si les procédés de cette fille, vis-à-vis de Candiani, n'eussent mis dans mon âme le poison de la jalousie, étant cependant très éloignée de la croire coupable du même crime qu'elle avait commis avec moi. Convaincue dans quelques-unes de mes réflexions que ce qu'elle avait fait avec moi était volontaire, je m'imaginais qu'un fort repentir l'empêchait de retourner à mon lit. Et cette idée me flattait car elle me la faisait conjecturer amoureuse. Dans cette détresse de raisonnement, je me suis déterminée à l'encourager par écrit. Je lui ai écrit une courte lettre faite pour lui mettre l'esprit en paix, soit qu'elle se crût coupable, soit qu'elle pût me soupçonner de sentiments contraires à ceux que son amour-propre exigeait. Ma lettre me parut un chef-d'œuvre, et
plus que suffisante pour me faire adorer et pour obtenir la préférence sur Candiani, qui me semblait un vrai animal indigne de la faire balancer entre lui et moi un seul moment. Elle me répondit de bouche une demi-heure après qu'elle viendrait à mon lit le lendemain, et elle ne vint pas. J'en fus outrée. Mais elle m'étonna à midi à table, me donnant, si je voulais, qu'elle m'habillât en fille pour aller avec elle à un bal du médecin Oliveau, notre voisin qu'on devait donner 5 ou 6 jours après. Toute la table applaudit, et j'y ai consenti. Je voyais le moment dans lequel une justification réciproque allait nous rendre amis intimes et à l'abri de toute surprise dépendante de la faiblesse des sens. Mais voilà ce qui est arrivé de fatal pour mettre un obstacle à cette partie et pour faire naître une véritable tragicomédie. Un parrain du docteur Gauzy, vieux et à son aise, qui demeurait à la campagne, croyant au bout d'une longue maladie sa mort imminente, lui envoya une voiture, le priant d'aller d'abord avec son père pour assister à sa mort et recommander à Dieu son âme. Le vieux cordonnier vida d'abord une bouteille, s'habilla et partit avec son fils. D'abord que j'ai vu cela, impatient d'attendre jusqu'à la nuit du bal, j'ai trouvé le moment de dire à Bétine que je laisserais ouverte la porte de ma chambre qui donnait sur le corridor et que je l'attendrais d'abord que tout le monde serait couché. Elle me dit qu'elle n'y manquerait pas. Elle dormait dans un cabinet rez-de-chaussée qu'une cloison séparait de celui où couchait son père. Le docteur étant absent, je dormais seule dans la grande chambre. Les 3 pensionnaires demeuraient dans une salle près de la cave. Je n'avais aucun contretemps à craindre. J'étais très contente de me voir parvenue au moment désiré. À peine retirée dans ma chambre, j'ai fermé ma porte au verrou et j'ai ouvert celle qui donnait sur le corridor de façon que Bétine n'avait qu'à la pousser pour entrer. Après cela, j'ai éteint ma chandelle sans me déshabiller. On croit que dans les romans que nous lisons, ces situations sont exagérées. Et ce n'est pas vrai. Ce que l'Arioste dit de Roger qui attendait Alcinée est un beau portrait tiré d'après nature. J'ai attendu jusqu'à minuit, sans grande inquiétude, mais lorsque j'ai vu passer 2, 3 et 4 heures sans la voir paraître, je devins furieux. La neige tombait à gros flocons, mais je mourais plus encore de rage que de froid. Une heure avant jour, je me suis déterminée à descendre sans souliers, craignant de réveiller le chien pour aller me mettre au bas de l'escalier, à 4 pas de la porte qui aurait dû être ouverte, si Bétine en fût sortie. Je l'ai trouvée fermée. On ne pouvait la fermer que par dedans. J'ai pensé qu'elle pouvait s'être endormie, mais pour l'éveiller, j'aurais dû frapper fort, et le chien aurait aboyé. De cette porte à celle de son cabinet, il y avait encore 10 ou 12 pas. Accablée par le chagrin et ne pouvant me déterminer à rien, je me suis assise sur le dernier degré. Vers la pointe du jour, transi, engourdi, grelottant, je me détermine à retourner dans ma chambre, car la servante, me trouvant là, m'aurait cru devenu fou. Je me lève donc, mais dans le moment, j'entends du bruit au-dedans. Sûre que Bétine allait paraître, je vais à la porte. Elle s'ouvre, mais au lieu de Bétine, je vois Candiani qui me lâche un si fort coup de pied au ventre que je me trouve étendue et enfoncée dans la neige. Après cela, il va s'enfermer dans la salle où il avait son lit près de ceux des Feltrin, ses camarades. Je me lève vite pour aller étrangler Bétine, que dans ce moment-là, rien n'aurait pu garantir de ma fureur. Mais voilà la porte fermée. J'y donne un grand coup, de pied, le chien jappe, je remonte chez moi, je m'enferme et je me couche pour recouvrer mon âme et mon corps, car j'étais pire que mort. Trompé, humilié, maltraité, devenu un objet de mépris devant Candiani heureux et triomphant, j'ai passé 3 heures à ruminer les plus noirs projets de vengeance. Les empoisonner tous les deux me paraissait peu de chose dans ce malheureux moment. J'ai formé le lâche projet d'aller d'abord à la campagne pour informer le docteur de tout le fait.
N'ayant que l'âge de 12 ans, mon esprit n'avait pas encore gagné la froide faculté de bâtir des projets, de vengeance héroïque, enfantés par des sentiments factices de l'honneur. Je ne faisais que m'initier dans les affaires de cette espèce. Me trouvant dans cette situation d'esprit, j'entends à la porte intérieure de ma chambre la voix rauque de la mère de Bétine qui me prie de descendre parce que sa fille se mourait. Fâchée qu'elle meure avant que je la tue, je me lève, je descends et je la vois dans le lit de son père en convulsions effroyables, entourée de toute la famille, pas tout à fait vêtue, se tournant à droite et à gauche. Elle s'arquait, elle se cambrait, donnant des coups de poing et de pied au hasard et échappant par des violentes secousses, tantôt à l'un, tantôt à l'autre, de ceux qui voulaient la tenir ferme. Voyant ce tableau à peine de l'histoire de la nuit, je ne savais que penser. Je ne connaissais ni la nature ni les ruses. Je m'étonnais de voir froid spectateur et capable de me posséder, voyant devant moi 2 objets dont j'avais l'intention de tuer l'un et de déshonorer l'autre. Au bout d'1 heure, Bétine s'endormit. Une sage-femme et le docteur Oliveau arrivèrent dans le même instant. La première dit que c'était des effets hystériques et le docteur dit qu'il n'y avait pas question de matrice. Il ordonna qu'on la laissât tranquille. Et des bains froids. Je me moquais d'eux sans rien dire, car je savais que la maladie de cette fille ne pouvait dériver que de ses travaux nocturnes ou de la peur que ma rencontre avec Candiani devait lui avoir faite. Je me suis déterminée à différer ma vengeance jusqu'à l'arrivée du docteur. J'étais fort loin de croire la maladie de Bétine feinte, car il paraissait impossible qu'elle pût avoir tant de force. Passant par le cabinet de Bétine pour retourner dans ma chambre et voyant sur son lit ses poches, l'envie me vint d'y mettre la main. Je trouve un billet, je vois l'écriture de Candiani, je vais le lire dans ma chambre, étonnée de l'imprudence de cette fille, car sa mère aurait pu le trouver, et ne sachant pas lire, le donner au docteur, son fils. J'ai cru alors qu'elle avait perdu la tête. Mais que devins-je quand j'ai lu ces paroles ? Puisque votre père est parti, il est inutile que vous laissiez votre porte ouverte comme les autres fois. Sortant de table, j'irai me mettre dans votre cabinet, vous m'y trouverez. Après une courte réflexion, l'envie de rire me prit et, me trouvant dupe parfaite, j'ai cru d'être guérie de l'amour. Candiani me paraît digne de pardon et Bétine méprisable. Je me suis félicitée d'avoir reçu une excellente leçon pour ma vie à venir. Je trouvais même que Bétine avait eu raison de me préférer Candiani, qui avait 15 ans, tandis que j'étais encore enfant. Me souvenant cependant du coup de pied qu'il m'avait donné, je n'ai pas cessé de lui en vouloir. À midi, nous étions à table dans la cuisine à cause du froid, lorsque Bétine retomba en convulsions. Tout le monde accourut, moi excepté. J'ai fini de dîner tranquillement, puis je suis allée à mes études. À l'heure de souper, j'ai vu le lit de Bétine dans la cuisine à côté de celui de sa mère et j'ai fus indifférent, comme au bruit qu'on fit toute la nuit, et à la confusion du lendemain quand les convulsions reprirent. Vers le soir, le docteur retourna avec son père. Candiani, qui craignait ma vengeance, vint me demander quelle était mon intention, mais il se sauva vite quand il me vit lui aller devant le canif à la main. Je n'ai pas pensé un seul moment à raconter au docteur la vilaine histoire. Un projet de cette espèce ne pouvait exister dans mon caractère que dans un instant de colère. Le lendemain, la mère du docteur vint interrompre notre leçon pour dire à son fils, après un long préambule, qu'elle croyait à la maladie de Bétine, effet d'un sort qu'une sorcière qu'elle connaissait devait lui avoir jeté. Cela peut être, ma chère mère, mais il ne faut pas se tromper. Quelle est cette sorcière ? C'est notre vieille servante, et je viens de m'en assurer. De quelle façon ? J'ai barré la porte de ma chambre avec 2 manches à balai croisées qu'il lui fallait décroiser voulant y entrer. Mais quand elle les vit, elle recula et y entra par l'autre porte. C'est évident que n'étant pas sorcière, elle les aurait décroisées. Ce n'est pas si évident, ma chère mère. Faites venir ici cette femme.
« Pourquoi, lui dit-il, tu n'es pas entré ce matin dans la chambre par la porte ordinaire ?»« Je ne sais pas ce que vous me demandez. »« N'as-tu pas vu la porte, la croix de Saint-André ? Sur la porte, la croix de Saint-André. Qu'est-ce que cette croix ? » ?»« Tu fais en vain l'ignorante, dit la mère. Où as-tu couché jeudi passé ? » ?»« Chez ma nièce qui est accouchée. »« Point du tout. Tu es allée au sabbat, car tu es sorcière et tu as ensorcelé ma fille. » À ces mots, la pauvre femme lui cracha au nez, et le docteur courut tenir sa mère qui avait pris sa canne pour la rosser. Mais il dut courir après la servante qui descendait l'escalier en criant pour soulever les voisins. Il l'apaisa, lui donna de l'argent et il prit l'accoutrement de prêtre pour exorciser sa sœur et voir si elle avait réellement le diable au corps. La nouveauté de ces mystères attirait toute mon attention. Ils me semblaient des fous, tous fous ou imbéciles. Je ne pouvais figurer des diables dans le corps de Bétine sans rire. Lorsque nous approchâmes de son lit, la respiration paraissait lui manquer et les conjurations que lui fit son frère ne la lui rendirent pas. Le médecin Oliveau survint, lui demandant s'il était de trop, et le docteur lui dit que non, s'il avait de la foi. Le médecin alors s'en alla, lui répondant qu'il n'en avait que pour les miracles de l'Évangile. Le docteur rentra dans sa chambre et, étant resté seul avec Bétine, lui a dit à l'oreille ces paroles. « Prenez courage, guérissez et soyez sûrs de ma discrétion. » Elle tourna la tête de l'autre côté sans répondre et elle passa le reste de la journée sans convulsion. J'ai cru de l'avoir guérie, mais dans le jour suivant, les convulsions lui allèrent au cerveau. Elle prononçait dans son délire des mots latins et grecs et pour lors on ne douta plus de la qualité de sa maladie. Sa mère sortit et revint 1 heure après avec le plus fameux exorciste de Padoue. C'était un capucin fort laid qui s'appelait le frère Prospero da Bovolonta. Bétine, à son apparition, lui dit en éclatant de rire des injures sanglantes qui plurent à tous les assistants, puisqu'il n'y avait que le diable d'assez hardi pour traiter avec un capucin. Mais celui-ci, à son tour, s'entendant appeler ignorant, imposteur et puant, commença à donner des coups à Bétine avec un gros crucifix, disant qu'il battait le diable. Il ne s'arrêta que lorsqu'il vit en position de lui jeter un pot de chambre à la tête, chose que j'aurais bien voulu voir. « Si celui qui t'a choqué, dit-elle, par des paroles est le diable, frappe-le avec les tiennes, âne que tu es, et si c'est moi, apprends, butor, que tu dois me respecter. Et va-t'en. » J'ai vu alors le docteur Gauzy rougir. Mais le capucin, armé de pied en cap, après avoir lu un terrible exorcisme, somma l'esprit malin de lui dire son nom. « Je m'appelle Bétine. »« Non, car c'est le nom d'une fille baptisée. »« Tu crois donc qu'un diable t'avoir un nom masculin ? Sache, capucin ignorant, qu'un diable est un âge qui n'a aucun sexe. Mais puisque tu crois que celui qui te parle par ma bouche est un diable, promets-moi de me répondre la vérité. Et je te promets de me rendre à tes exorcismes. »« Oui, je te promets de te répondre la vérité. Te crois-tu plus savant que moi ? Non, mais je me crois plus puissant au nom de la très sainte Trinité et en force de mon sacré caractère. Si tu es donc plus puissant, empêche-moi de te dire tes vérités. Tu es vain de ta barbe, tu la peignes 10 fois par jour, et tu ne voudrais pas en couper la moitié pour me faire sortir de ce corps. Coupe-la, et je te jure d'en sortir. Père du mensonge, je redoublerai tes peines. Je t'en défie. » Bétine alors donna dans un tel éclat de rire que j'ai pouffé, mais le capucin qui me vit dit au docteur que je n'avais pas de foi, et de me faire sortir. Je suis partie lui disant qu'il avait deviné, mais je n'ai pas moins vu Bétine lui cracher sur la main quand il la lui présenta, lui ordonnant de la lui baiser. Inconcevable fille remplie de talent qui confondit le capucin et qui n'étonna personne, puisqu'on attribua toutes ces paroles au diable. Je ne concevais pas quel pouvait être son but. Le capucin, après avoir dîné avec nous et avoir dit sans bêtise, rentra dans la chambre pour donner sa bénédiction à la possédée,
qu'il jeta à la tête un verre rempli d'une liqueur noire que l'apothicaire lui avait envoyé, et Candiani, qui avait à côté du moine, en reçut sa part, ce qui me fit le plus grand plaisir. Bétine avait ses raisons de saisir l'occasion qu'on attribuait tout au diable. Le père Prospero, en partant, dit au docteur que la fille était sans doute possédée, mais qu'il devait chercher un autre exorciste, puisque ce n'était pas à lui que Dieu voulait accorder la grâce de la délivrer. Après son départ, Bétine passa 6 heures fort tranquillement et nous surprit tous venant se mettre à table avec nous pour souper. Après avoir assuré son père, sa mère et son frère qu'elle se portait bien, elle me dit qu'on donnait le bal le lendemain et qu'elle viendrait le matin pour me coiffer en fille. Je l'ai remerciée, lui disant qu'elle avait été fort malade et qu'elle devait se ménager. Elle alla se coucher et nous restâmes à table, ne parlant que d'elle. Et allant me coucher, j'ai trouvé dans mon bonnet de nuit ce billet auquel j'ai répondu quand j'ai vu le docteur endormi. Ou venez au bal avec moi habillée en fille, ou je vous ferai voir un spectacle qui vous fera pleurer. Voici ma réponse. Je n'irai pas au bal, car je suis bien déterminée à éviter toutes les occasions de me trouver seule avec vous. Pour ce qui regarde le triste spectacle dont vous me menacez, je vous crois assez d'esprit pour me tenir parole. Mais je vous prie d'épargner mon cœur, car je vous aime comme si vous étiez ma sœur. Je vous ai pardonné, chère Bétine, et je veux tout oublier. Voici un billet que vous devez être enchantée de recevoir entre vos mains. Vous voyez ce que vous avez risqué, le laissant dans votre poche, sur votre lit. Cette restitution doit vous convaincre de mon amitié. Bétine devait être au désespoir, ne sachant pas entre quelles mains son billet était tombé. Ainsi, je ne pouvais lui donner une marque plus certaine de mon amitié que l'attirant d'inquiétude. Mais ma générosité, qui la délivra d'un chagrin, dut lui en causer un autre plus fort. Elle se voyait découverte. Le billet de Candiani démontrait qu'elle le recevait toutes les nuits. Ainsi, la fable qu'elle avait peut-être inventée pour m'en imposer devenait alors inefficace. J'ai voulu la soulager de cet embarras. Je suis allée le matin à son lit et je lui ai remis avec ma réponse. L'esprit de cette fille lui avait gagné mon estime. Je ne pouvais plus la mépriser. Je la regardais comme une créature séduite par son propre tempérament. Elle aimait l'homme et elle n'était pas à plaindre qu'à cause des conséquences. Croyant de voir la chose dans son vrai aspect, j'avais pris mon parti en garçon qui reconnaissait et non pas en amoureux. C'était à elle à rougir et non pas à moi. Il ne me restait autre curiosité que celle de savoir si les Feltrini avaient aussi couché avec elle. C'étaient les 2 camarades de Candiani. Bétine affecta toute la journée avec une humeur fort enjouée. Le soir, elle s'habilla pour aller au bal, mais tout d'un coup, une indisposition vraie ou feinte l'obligea d'aller se mettre au lit. Toute la maison en fut alarmée. Quant à moi, sachant tout, je m'attendais à de nouvelles scènes toujours plus tristes. J'avais pris sur elle un dessus que son amour-propre ne pouvait pas souffrir. Malgré cependant une si belle époque qui a précédé mon adolescence, j'ai poursuivi à être la dupe des femmes jusqu'à l'âge de 60 ans. Il y a 12 ans que, sans l'assistance de mon génie tutélaire, j'aurais épousé à Vienne une jeune étourdie qui m'avait rendu amoureux. Actuellement, je me crois à l'abri de toutes les folies de cette espèce. Mais hélas, j'en suis fâchée. Le lendemain, toute la maison fut désolée parce que le démon qui possédait Bétine s'était emparé de sa raison. Le docteur me dit que de ces déraisonnements, il y avait des blasphèmes et qu'elle devait donc être possédée, car il n'y avait pas d'apparence qu'en qualité de folle, elle eût tant maltraité le père Prospero. Elle se détermina à la mettre entre les mains du père Mancia. C'était un fameux exorciste jacobin, c'est-à-dire dominicain, qui avait la réputation de n'avoir jamais manqué aucune fille ensorcelée. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre lecture ensemble pour ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous souhaite une très très bonne soirée.